Salut à tous, la carrière qui avance ce week-end, c'est celle avec Movistar. C'est l'épisode 11 avec un Giro, donc on va disputer les 14 premières étapes. C'est le Giro type 2020, donc identique à celui disputé avec Lotto Soudal. Je suis au courant que très récemment, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, un variant plus proche de celui qui a été adapté pour la réalité par le Giro, donc par RCS, est disponible. Oui, mais j'avais déjà commencé à jouer celui-là et surtout je n'avais pas de weekly save qui me permettait de reprendre pour disputer ce nouveau Giro qui démarre en Sicile, etc. Celui-là, non, on est sur le classique qui démarre en Hongrie, hein, c'est cela, à Budapest, avec un petit contre-la-montre. Contre-la-montre qui, voyons, présente une petite difficulté sur la fin. Et cette difficulté, je me souviens que dans la partie avec Lotto Soudal, je prendrai souvent la comparaison, c'était Miguel Angel Lopez qui avait remporté cette étape 1 en faisant justement main basse sur cette difficulté finale. Elle avait fait une grosse différence. À cette occasion-là, moi, je suis dans une config totalement différente. Cette fois-ci, mes meilleurs grimpeurs ne se nomment pas Thomas de Gent ou Tim Wellens, mais carrément Higuita et Mas. Voilà, donc on est... et même, on pourrait rajouter Almeida, qui est loin d'être ridicule. Et sur cette étape 1, évidemment, sur ce début de Giro, Higuita est en pic de forme, alors que volontairement, celui de Mas a été décalé, je crois, au matin de l'étape 4, quelque chose de ce style-là. Ce qui fait que là, vous voyez un petit peu l'équipe, hein, donc Eloseki, Rubio, Higuita, Bissegger, notre sprinter suisse. Là, c'est Almeida à l'image, on avait Betancourt juste avant. Voilà, il y a comme ça une équipe qui est assez modeste. On doit se priver de Carlos Verona. On a deux très forts leaders, hein, donc Mas à l'écran. Et pour autant, Almeida a, je pense, un excellent équipier. Et pour le reste, Bissegger devra se débrouiller. Betancourt est finalement le plus puncher de tous ceux qui accompagnent Bissegger. Donc ça peut-être à lui parfois d'essayer de lancer. Mais je pense que j'essaierai plus de prendre des roues. Parce que les sprints ne sont pas un objectif. Donc énorme différence encore une fois par rapport à ce même Giro disputé avec Lotto Soudal. Parce qu'à l'époque, Caleb Ewan était vraiment un gros prétendant à la victoire d'étape, et on sait qu'il y en a un certain nombre, des étapes qui peuvent terminer comme ça entre sprinters. Il y avait eu un très beau plateau de sprinters aussi, et bien ce sera le cas également cette fois-ci. Mais ce qui tout de suite interpelle dès cette première étape, ce prologue, c'est que Higuita prend le maillot rose pour justement quelques secondes devant Simon Yates. Donc entrée en matière très bonne pour Sergio Higuita. Et bon voilà, c'est parti, ribambelle de sprint. Alors on va la faire un petit peu plus court sur ces scénarios là. C'est-à-dire que voilà, début d'étape, toujours la même chose. On se positionne, on fait remonter, et ensuite on va avec l'aide du montage se retrouver très rapidement sur les fins d'étape. Donc je ferai toujours un petit peu le même mode sur cette étape-là. Ah oui, il y avait une petite alerte tout de même. J'ai eu peur parce que quand on a un coureur comme ça qui reste immobile après avoir chuté, on a toujours peur qu'il abandonne. En l'occurrence, ce ne sera pas le cas pour Sergio Higuita. Et là, je me suis même permis de ne pas faire redescendre d'équipier parce que le trou n'était pas important à boucher. Voilà, alors les forces en présence. On a pas mal de sprinters. Et puis pour ce qui est des concurrents pour la victoire, il y aurait Gaudu, il y aurait Simon Yates, il y aurait Carapace. À noter que Jumbo-Visma n'a pas envoyé de fort leader là-dessus. Il y aurait Mikel Landa aussi. On pourrait apercevoir Huberto Uran, Romain Bardet. Voilà, petit plateau. Du côté d'Astana, il y a aussi Lopez et Vlasov. On découvrira progressivement qui sont vraiment ceux qu'on peut prendre au sérieux et ceux qui devraient se rater. La grosse différence par rapport à une Vuelta, par exemple, c'est évidemment l'IA, hein, donc intelligence artificielle du jeu, qui gère mieux sur un Giro les pics de forme et les préparations de manière générale.
elle les gère mieux, beaucoup mieux que en fin de saison. Donc sur un Giro, sur Pro Cycling Manager, c'est comme sur le Tour de France, on est à peu près certain d'avoir des coureurs très correctement préparés parmi les principaux opposants, à la différence évidemment d'une Vuelta sur laquelle, comme ça demande un tout petit peu de technicité pour avoir préparé convenablement les leaders, si on veut qu'ils arrivent en plein pic de forme au bon moment pour une Vuelta, ça demande déjà de savoir un tout petit peu planifier, et ça manifestement l'IA ne le fait pas très très bien. Il y a des choix parfois discutables. J'avais passé cette partie au filtre de PCM Career Explorer. Hein, vous savez, ce fichier, ce mini logiciel, pardon, créé par un membre de la communauté, je crois que c'est un Canadien, qui avait fait ça, et qui est un outil pour essayer de nettoyer un petit peu certains bugs en début de saison. Hein. Il faut le faire, je l'ai déjà détaillé en vidéo, hein, mais il faut le faire le 31 décembre et le 1er janvier. Après, normalement, il n'y a plus vraiment besoin d'y revenir. Mais ça permet d'éviter justement des programmes un peu délirants pour certains leaders. Du coup, je vois par exemple ici une indication assez positive pour la partie, c'est que Egan Bernal n'est pas présent sur le Giro. Elle va me dire, il n'est pas forcément toujours aligné par l'IA. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'autres petits aspects qui peuvent inciter à l'optimisme. En tout cas, Bernal n'est pas présent. Conséquence, il sera normalement en très grande forme pour le Tour de France. Il n'est pas blessé. Hein. Et puis, il pourra même doubler avec la Vuelta. Et ça, par contre, l'IA sait le faire, de doubler. Ce qu'elle arrive moins à faire, parfois, c'est tripler. Tripler, elle est incapable. Et Giro Tour, elle a vraiment du mal aussi pour l'un des deux au moins. Hein. Donc, mais Giro Vuelta, elle peut le faire. Vuelta Tour, elle peut le faire. Elle peut le faire. Donc, à voir. En tout cas, la partie du coup n'est pas corrompue d'avance, puisque les leaders présents sur ce Giro ne me paraissent pas être des incontournables absolus pour la suite de la saison. Donc, ça va. C'est plutôt rassurant. En tout cas, on ne prévoit pas encore à l'avance l'accident qui pourrait arriver plus tard et gâcher un peu la partie comme l'année précédente. On avait une Vuelta un petit peu gâchée, mais c'était aussi en raison du profil 2020. C'est un autre débat, il y a des épisodes qui en parlent, je ne reviens pas sur le sujet. Vous avez vu, j'ai fait un petit train pour essayer d'aller rafler cette étape 4. J'ai fait un petit train, le Movistar, pour, en vérité, un peu comme sprinter dans cette côte. On libère ensuite toute la puissance de Higuita avec Mas dans la roue. On voit Gaudu qui est arrivé au maximum de ses possibilités. Lopez qui a suivi. Uran, Dan Martin, Manu Buchmann sont présents. Tiens, j'avais oublié de le mentionner, Manu Buchmann. Mais insuffisante réaction de l'IA. C'est donc une victoire, la deuxième déjà, pour Sergio Higuita, qui conforte par là même son maillot rose avec le jeu des bonifications. Sur le plan du scénario, vu l'adversité, donc vu l'absence de Bernal, même de Pogacar, même si dans la partie Pogacar est plus un puncher, mais je le crois capable d'exister aussi là-dessus, hein, bien évidemment. Quand on a 79 en montagne et 84 en vallon, on est capable de gagner un Giro très très largement, hein, avec des très bonnes notes ailleurs. Donc avec l'absence de certains, et finalement l'adversité qui devrait pouvoir se réduire à 5-6 coureurs, j'ai oublié de mentionner Vincenzo Nibali, mais on est en saison 2. En saison 2, Nibali a tendance à avoir déjà perdu des notes. Hein. Il a un petit peu perdu en notes de un petit point par-ci, 2 petits points par-là. Du coup, il est plus tellement dans la concurrence à proprement parler pour ce type de grand tour. Hein. Déjà, le joueur humain a tendance à pouvoir. Vous voyez ici, par exemple, c'est la montée de l'Etna. Cette étape-là, elle n'aura pas lieu en 5e étape en octobre prochain. Elle aura lieu en 3e étape, quelque chose comme ça, je crois. Les étapes ont été remodelées, hein, IRL, ce qui nous fait donc vous pouvez trouver là aussi sur le Discord une référence à cela. Il y a même le lien, quelqu'un avait mis le lien pour télécharger le maintenant mis à jour vrai Giro.
moi j'ai choisi d'y aller doucement sur cette montée de l'Etna. On sait que la montée de l'Etna, par expérience, n'est pas très violente. Par contre, elle est longue, évidemment. Et on va retomber toujours dans le même comportement IA, c'est-à-dire l'IA va se lancer avec quelques très forts grimpeurs, avec ses 4, 5 meilleurs, à se lancer et prendre de l'avance. Puis après, là, moi je teste un effort curseur. Il ne s'agit pas d'une attaque aussi brutale que ce qu'on pourrait penser. Non, non, c'était juste de l'effort curseur. On va résister aussi à Dan Martin qui essaye d'accélérer. Vous voyez, voilà, défaillance. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en capacité, on notera que je fais le travail ici par Higuita pour Mas, parce que je ne veux pas que Mas soit distancé. Je veux pouvoir jouer avec son joli maillot de champion du monde. Mas produit son effort sur la toute fin. Alors on a ici donc c'est typique, c'est représentatif, ça résume bien ce qu'est Pro Cycling Manager 2020 en situation d'arriver au sommet, après comme ça une longue ascension. Ça représente tout à fait ce qu'on vit quasiment à chaque fois, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure note en montagne pour t'imposer, il suffit par contre de gérer ton effort et d'attendre quelque part que l'IA soit en défaillance. Je joue en niveau extrême, hein. Et est-ce que le niveau 110% là que certains testent parfois, certains m'en parlent, est-ce que le 110% va corriger cette attitude-là de l'IA? Je vous avoue, je n'y crois pas tellement. Donc, autant on avait eu une IA qui était plus attentiste sur PCM 2018 par exemple, voire même PCM 2019, et on sait qu'une des nouveautés de cet opus 2020, c'est une IA entre guillemets plus offensive. C'est ce qui avait été donné et expliqué, mis en avant à la sortie du jeu. Moi, je pense que on en a vite vu les limites de cette IA plus offensive, et qu'en définitive, c'est très bien d'avoir une IA plus offensive sur les classiques, parce que sur les classiques, ça va donner lieu à des courses absolument passionnantes parfois. Donc voilà, j'ai quelques exemples en tête, hein. J'ai commencé à en jouer pas mal, hein, finalement, des classiques, que ce soit dans les séries Movistar, Lotto Soudal, Ragazzi qui reprendra bientôt, et Trek Segafredo. Donc des exemples, j'en ai déjà à l'appel. Donc assez passionnant parfois sur les classiques, et par contre diablement frustrant. Tiens, on est en train d'essayer de la prendre celle-là, parce que j'ai essayé de mettre Bissegger dans les meilleures conditions possibles, mais on ne peut rien faire face à Dylan Groenewegen, qui vient encore une fois prendre le sprint. Il y a un joli plateau, hein. Et donc je reprends ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire le fait que cette IA plus offensive s'avère positive sur les classiques et s'avère... Alors ça c'est mes petits dossiers. Pas de surprise, je vous avais parlé de ma volonté de faire venir Marc Hirschi pour être le puncher de cette équipe. Je crois que ce serait déjà génial comme addition à cet effectif-là. Et sur les grands tours, donc, cet aspect plus offensif de l'IA, et d'ailleurs, tiens, on va en avoir encore un aperçu ici sur l'étape 7, cette attitude plus offensive de l'IA, elle a un défaut majeur, c'est que finalement les mecs se crament. Alors, excepté lorsque vous avez quelqu'un qui survole le reste du peloton, exemple un Bernal à 84 en montagne, ou Miguel Angel Lopez dans une autre partie qui est à 84 en montagne. Dès lors que vous avez donc quelqu'un qui survole, forcément, il va s'échapper, et puis rien qu'en défaillance, il maintiendra son écart avec tous ses poursuivants qui sont aussi rapidement en défaillance. Ce qui veut dire que finalement c'est défaillance contre défaillance, et à la base, si tous les deux sont en défaillance, tu prends deux coureurs en défaillance, celui qui a 84 en montagne ne se fera pas remonter par celui qui a 81 en montagne, y compris si dans le groupe de celui qui poursuit, ils sont 3 ou 4, parce que de toute façon il ne reste plus de barre. Donc voilà malheureusement le scénario auquel on assiste trop souvent, et du coup ça rend les courses avec arrivée au sommet, donc étape de grand tour, ça les rend limite soporifiques au bout d'un moment, puisque finalement si on joue pour que tout le monde soit en défaillance à 4 km du sommet, finalement ça nous apporte quoi?
Alors évidemment, le joueur humain peut essayer de jouer au plus malin et donc alors ça va être difficile d'envoyer des gens aux avant-postes parce qu'on peut un tout petit peu moins se servir. Je pas dit que c'est pas faisable, hein, mais c'est plus délicat et plus dur à réaliser d'envoyer des mecs aux avant-postes pour pouvoir relayer ensuite leur leader et donc provoquer de très très grosses cassures de temps sur certaines étapes accidentées ou avec de multiples ascensions, euh, puisqu'en général ça va rouler surtout en début de tour, comme ça va rouler. Non, du coup, on va finir tous plus ou moins en défaillance. Le joueur humain va chercher un peu à jouer au plus malin en économisant sa barre, un peu comme vous voyez que je le fais parfois. Voilà, j'ai rien inventé, hein, c'est juste ce qui tombe sous le sens dès lors qu'on a un tout petit peu l'habitude de jouer. Vous voyez ici par exemple, c'est reparti, des attaques. Bourgman, Sivakov, on va partir Date Godu, et moi, je ne vais répliquer à cela que par un effort curseur mesuré en fonction du nombre de kilomètres qui restent jusqu'au sommet. On voit Yates qui est présent, on voit Sivakov, c'est-à-dire qu'en gros tous les, mais aussi Carapace hein, qui est là. Il n'est pas encore top 10, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas, mais il est bel et bien présent. Et voilà, ça y est, Masnada et Guillaume Martin sont repris. Yates ne bouge plus vraiment. Ah tiens, voilà, quand même, Guillaume Martin qui a eu un deuxième souffle. Regardez, ça va vite s'éteindre. Simon Yates l'a repris, mais en même temps, c'est de nouveau en train, voilà, de buter. Et donc, si on a gardé de la barre, attendez, après, il faut pouvoir en garder, hein, parce que les multiples accélérations, il y a des moments où ça consomme de l'énergie, et puis il faut aussi arriver à boucher les trous, hein, donc du moment qu'après il nous reste de la barre au bon moment, on va pouvoir après assez facilement déjà passer en tête, accompagner les tout meilleurs, même si on a une note qui est égale ou légèrement inférieure à cela. Puis là ici, bon, on est sur une arrivée en descente hein, derrière ce passage au sommet après une longue ascension. Donc après ça, Posting Manager le gère. Il suffit de choisir une roue. Hein, donc là par exemple, vous voyez, j'avais décidé de m'emmener Higuita avec Mas. C'était une erreur profonde, parce qu'il faut bien tenter autre chose de temps en temps. Hein, parce que sinon la logique aurait voulu, et ça je voulais changer un peu, hein, c'est pour ça on n'est pas non plus à la seconde près, là on peut se permettre. La logique aurait voulu que Higuita, mon coureur avec la meilleure accélération, garde la roue de Simon Yates, qui était a priori le favori là-dessus, et il a confirmé avec David Gaudu aussi probablement, puisqu'ils ont tous les deux une très bonne accélération, et ce ne sont pas de mauvais descendeurs, donc c'est pour ça qu'ils sont ultra favoris sur une arrivée comme celle-là. Mais bon, pour un peu varier, j'avais tenté le Mas qui emmène Higuita, et on voit, non, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était Higuita dans la roue de Yates, et voilà. C'est presque... comprenez, pas en train de cracher dans la soupe, mais c'est presque un peu déprimant en fait d'avoir une si faible marge de manœuvre. C'est-à-dire que vous avez la tactique en gros que vous avez tout intérêt à suivre, mais il n'y en a pas forcément toujours une autre, ou alors en tout cas une bonne tactique ne s'éloigne pas forcément beaucoup de la tactique préconisée pour telle ou telle situation, quoi, avec un peu d'habitude du jeu. Et de ce fait, ça rend pour moi ce Giro, et d'ailleurs les tours, les épreuves par étapes en général, hein, un petit peu raté en fait, hein, un petit peu raté sur le plaisir qu'on peut avoir dans le gameplay, le plaisir qu'on peut avoir à élaborer telle ou telle stratégie, puisque beaucoup de choses en fait sont prévisibles et on a quasiment moyen de reproduire les mêmes, allez entre guillemets algorithmes euh, d'une d'une fois sur l'autre. Et donc, voilà, une petite déception quand même, hein, je dirais. Là, maintenant, on est, voilà, je fais le commentaire, là, je le publierai dimanche probablement, mais le commentaire le 25 septembre. J'ai une forme de déception quand même du jeu. PCM 20 me déçoit au niveau des grands tours. Je vous ai expliqué pourquoi dans les minutes qui précédaient. C'est dommage. C'est franchement dommage d'avoir finalement moins de richesse dans le gameplay possible, je trouve, sur le 20 que sur le 19 ou le 18,
où l'IA avait ses travers, hein, d'accord, à des moments, mais au moins sur les arrivées en montagne, elle avait tendance à quand même gérer le truc un peu mieux parce que elle était plus prudente et ça s'expliquait dans les tout derniers kilomètres. Regardez dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe qui élimine un maximum de coureurs et puis il faut attendre quoi? Les 2 derniers kilomètres pour qu'on ait vraiment une explication entre gros favoris. On va dire peut-être c'est pas le cyclisme rêvé, c'est peut-être pas celui sur lequel il faut se calquer nécessairement parce que c'est pas la panacée. Et puis ce que je dis là est relatif à un Tour de France, en plus une année un peu exceptionnelle où on a finalement le Tour de France qui est il faut qu'il ait lieu absolument pour la survie de nombreuses équipes cyclistes. Et puis quelque part, finalement, peu importe ce qui s'y passe, du moment qu'il a lieu, quoi. On en était quasiment. Je trouvais que dans la bouche de beaucoup de directeurs sportifs sur le Tour de France qu'on vient d'achever, c'était ce qui ressortait. Hein, c'était écoutez, tant pis, c'est pas grave, on termine. L'important c'est qu'il y ait le Tour. Bon, voilà. Mais moi je l'ai bien aimé ce Tour, mais après. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait énormément de gens qui l'avaient critiqué, alors avec des arguments plus ou moins valables, hein, selon les cas. Toujours est-il que qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Pourquoi est-ce que je prépare la carte? Pourquoi est-ce que je la prépare à cet endroit-là? Bah parce que il est évident qu'il y a une contre-attaque, en tout cas il y a une petite attaque ici là, dans la difficulté qui va arriver. Il y a une attaque à placer, au minimum. Parce que on ne fera aucune différence au général pour nos favoris. Deuxio, au sprint, on est battu à 95 chances sur 100 pour la victoire d'étape. Donc ça vaut le coup de tenter d'envoyer personne, entre guillemets, c'est-à-dire Elosegui, donc un coureur totalement anonyme, jeune, pas noté de super belle manière, et voir un petit peu quelle est la réaction. Et là, comme je le sentais venir, hein, évidemment, comme je le sentais venir, ça a mis suffisamment de temps pour réagir, alors qu'ils étaient tous là, hein, les équipiers. Hein. Il y avait moyen. Après, attention, hein, le rythme avait été élevé quand même, je le dis. Le rythme avait été élevé dans cette étape pour déjà la bonne et simple raison que les échappées ont été finalement assez longues à reprendre. Il y avait un terrain qui était un peu accidenté, hein, mais allez, normalement, ça doit pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'Elosegui parte et que tout le monde se regarde derrière et que cette étape-là ne se termine pas au sprint. En tout cas, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. On passe après un jour de repos. On passe ensuite sur l'étape qui arrive à Tortoletto Lido. Donc ça parle évidemment à ceux qui sont des fans et des habitués de Tirreno Adriatico. Vous devinez qu'on est dans cette région-là. Et donc plutôt la région dans laquelle Tirreno Adriatico se termine. Hein, d'accord, donc on est sur l'Adriatique, quoi. Hein, en tout cas, très proche de l'Adriatique. Étape piégeuse, hein. Ça, c'est des étapes très piégeuses, comme l'étape 10. Il y a quelques murs dans le final qui sont vraiment à ne pas négliger. Et en plus, attention, il y a rétrécissement de la route sur certains passages. Donc ça, c'est super amusant parce que ça peut provoquer des cassures, hein, tout simplement. Donc, on va quand même être présent à l'avant parce que je suis pas beaucoup sorti en échappée. Je dirais, un maillot rose, c'est pas forcément. J'ai mes 2 mecs placés au général, c'est pas forcément à moi de sortir en échappée, hein, si on suit une certaine logique de course. On peut faire ce qu'on veut, hein. Mais du coup, je me suis dit, ouais, bah tiens, c'est peut-être l'occasion ou jamais de sortir un peu pour voir déjà si l'échappée peut aboutir. Et je constate la même chose que ce que j'avais vu sur l'étape 10, la même, quand j'avais joué avec justement l'équipe Lotto Soudal. Et ben, c'est que, vous allez voir, hein, déjà, l'échappée, on ne lui laisse pas de champ, en tout cas pas un champ suffisant pour que ça puisse aller au bout. Hein, donc, pourtant, on a là que des coureurs dans l'échappée, hein, donc là devant, là-bas, en tout cas ce qu'il en reste. On a là que des gens qui ont beaucoup de retard au général, donc il n'y a pas vraiment de raison de rouler. Mais si, il peut y en avoir une, c'est que les leaders veulent se partager la victoire d'étape. On aperçoit notamment la Mitchelton Scott là, de Simon Yates, qui a fait le boulot, globalement. On va arriver à un endroit assez crucial. Moi là, du coup, je tente le tout pour le tout, je fais bosser Bissegger,
pour peut-être ensuite lâcher Bettencourt et lui dire allez vas-y mon petit, essaye d'aller au bout. Mais il y a encore des difficultés, il y a encore des kilomètres. Et comme on est repris, ah bah puisque c'est ça, eh ben on va se mettre dans la roue de Bettencourt. Voilà, Bissegger a terminé son boulot. On va se mettre dans la roue de Bettencourt avec Almeida, avec Mas, avec Higuita, et puis on va essayer d'aller provoquer tout ça. Même Jorgensen est là. Hein. On va essayer d'aller provoquer des cassures. Donc, bah, si on le provoquait, toujours pareil, on essaye, et puis un de ces jours, ça marche. Et puis ça marche une fois pour 10 fois où on a tenté et où ça n'a pas marché. Quoi, hein. Mais pas grave, en tout cas ici, la petite cassure a eu lieu. Alors elle est absolument pas définitive. Hein. Bourkman, Yates, légèrement lâchés, sont dans un troisième groupe, mais c'est très... Tout ça est très tenu. Voilà, vous voyez. Ça, par contre, j'aime ça. Quand le deuxième au général est obligé de rouler, ça augure toujours de très bonnes choses. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va reprendre du temps de manière obligatoire sur cette étape-là, mais le voir travailler, c'est toujours un très bon point. Toujours sur les Giro notamment, hein, sur le Giro, faire travailler un mec dans une étape comme celle-ci, c'est parfois la possibilité de lui reprendre quand même du temps sur le final, surtout si regardez comme ici, Mas, tiens, un très beau Guillaume Martin, il est très présent, il est en grande forme, Mas bosse pour Higuita, puis vous voyez par contre, dès que j'arrête de travailler, il n'y a plus personne qui roule. Mais là, c'est... voilà. Du coup, je me dis, bon, bah, t'as pas fait tout ça pour lâcher maintenant. Surtout que si c'est pour que ça se regroupe et que ça arrive à 40 et que ce soit Caleb Ewan qui gagne le sprint, ça sert strictement à rien. Donc, on va y aller. On va aller au bout de notre idée. Attention à pas se faire contrer, mais on peut essayer en tout cas d'aller au bout. Guillaume Martin, Simon Yates qui essaie de revenir. On a Carapace qui est calé dans la route Godu avec Mas qui emmène Higuita. Donc, a priori, ces 4 hommes ont l'air d'être plutôt bien partis pour provoquer une petite cassure de temps. Godu qui a un peu de mal à terminer cette ascension. Carapace est là. Tiens, voilà, ça a bouché derrière. Ils ont réussi à se regrouper. Mas, Godu, Higuita, Carapace. Bon là, l'histoire elle est signée. Hein. Si je prends pas la roue de Godu avec Higuita, j'ai rien compris à ce jeu. Hein. Donc, évidemment, on lance avec Mas, mais on retire les fruits derrière avec Higuita. Et c'est même Carapace tiens, qui vient s'intercaler comme quoi. Et regardez Caleb Ewan qui est venu prendre la place derrière. Donc, résistance exceptionnelle de Ewan sur cette étape-là. Ça peut poser des questions hein, quant aux notes, hein, mais bon, allez, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais quand on voit la manière dont Ewan avait du mal à passer la moindre difficulté sur ce Tour de France, il pourrait avoir une petite note en vallon légèrement baissée, hein, le coco. Hein. Et même en montagne, il pourrait avoisiner les 55, quoi. Hein, tellement ça a été ric-rac. Allez, trêve de commentaires inutiles, parce que de toute façon, les notes, ça mettra jamais personne d'accord. Et puis même sur la façon même dont elles sont établies et dont elles sont... voilà, qu'est-ce qu'on considère comme devant mériter ceci ou cela bon, il y a des débats sans fin et puis finalement on a tous un avis là-dessus. Toujours est-il que on a enchaîné après cette étape un peu mouvementée hein, quand même avec une course, hein, il y avait une vraie course. On va enchaîner avec une étape de transition qui a tout l'air de se jouer au sprint. Vous voyez, je me suis un tout petit peu fait enfermer alors que Bissegger avait peut-être la possibilité de faire mieux. Il y a peut-être possibilité d'aller chercher un top 3 là-dessus. En tout cas, c'est Caleb Ewan en grande forme dans cette partie-là de Giro qui vient la prendre. Bravo à lui, Gaviria, Bauhaus, Bonifacio, Groenewegen. Et le général est toujours confortablement pour nous avec près d'une minute d'avance. Étape 12, encore un profil aussi assez intéressant. Vous voyez, c'est amusant, les favoris du jour selon le jeu. Pour moi, c'est toujours discutable en fait. Les favoris du jour, cette page, elle est calée sur le profil général de l'étape, sur sa classification en termes vallon, montagne,
plaine, vous voyez, pavée. C'est basé là-dessus. Et en l'occurrence, comme celle-ci est classée comme vallonnée, on a eu un certain classement de favoris, mais en fait, c'est pas du tout les mecs qui sont les vrais favoris. En tout cas, c'est rarement le cas, je trouve. Bon, c'est pas grave, ça, à la limite. On est tous capables d'établir nous-mêmes quels sont les favoris d'une étape donnée. Hein. À une étape 12 d'un grand tour, on a un peu commencé à comprendre quelles sont les forces en présence. Ici, je fais un petit peu l'effort parce que je prépare une offensive. On va essayer de voir de quelle façon est-ce que il y a moyen de soit gagner l'étape, qui serait déjà sympathique, soit voir si il y a moyen de gratter une petite différence de temps au général. Donc ça va être vraiment voilà, j'oscille entre les deux. On tente en tout premier lieu, voilà, ici, je fais des accélérations successives hein, dans les difficultés, en essayant d'y aller crescendo avec Almeida en dernière instance, qui peut lancer Guita et, Mas, mais pas trop loin de l'arrivée. Là, on est beaucoup trop loin, donc c'est absolument pas le terrain pour aller suivre, par exemple, avec Higuita. Hein, c'est pas le moment de partir, donc voilà, vous voyez, hop, on a stoppé. On a aidé Almeida à faire sa cassure. Et on se retrouve ici dans une situation avec quelques grands noms qui sont lâchés, ok, mais surtout Almeida. Alors là, vous voyez, phase intéressante. Je cherche à rejoindre Almeida pour qu'il nous serve ensuite de locomotive à Higuita et Mas. Voilà, hop, en me disant, c'est un peu trop loin pour tenter d'y aller avec Almeida. Le peloton, en tout cas le groupe des favoris roule un peu trop fort. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas faire un écrémage? Tiens, à ma grande surprise, il y a quand même Pascal Ackermann qui est encore avec les tout meilleurs alors qu'ils sont une vingtaine. Donc là aussi c'est pareil. Peut-être qu'il a bonus plus 5 hein, ce jour-là, hein, mais c'est étrange parfois comme certains sprinters peuvent résister, hein, ne trouvez-vous pas? Bon voilà, évidemment Almeida a lâché. Peut-être pas notre dernier mot, vous allez voir. Peut-être qu'Almeida, ben voilà, tiens, il est rentré, profitant de la descente, et tout est encore possible dans cette étape. Il y a très peu d'équipiers, beaucoup de leaders. Du coup, c'est le moment ou jamais pour y aller. Parce que, toujours pareil, encore plus sur le 20, mais déjà sur le 19 et le 18, si on veut essayer de gagner une étape, c'est pile à ce type de moment-là qu'il faut démarrer avec quelqu'un qui n'est pas dangereux au général. Pourquoi? Parce que Bardet, Yates, Lopez, Bourman, Carapace, etc. Qui va rouler sur Almeida, qui a 23 minutes ou je sais pas combien au général de retard, alors que dans le groupe, il y a Higuita qui peut profiter ensuite de l'énergie consommée. Vous allez me dire, Lia pense peut-être pas en ces termes-là. Ouais, mais elle pense en termes de menaces représentées par le type qui s'échappe. Et vous avez vu, les sprinters, ils sont pas loin. Hein. Ils résistent bien. On a aperçu Stéphane Bennett, je crois, juste avant. Je pense qu'Elia Viviani n'est pas loin. Fernando Gaviria non plus. Il résiste bien hein, au boss. Et devant, bah voilà, ça a recollé. Hein, vous voyez, avec McCarthy là. Soit Alexander Christophe en défaillance ou bien de nombreux autres. Bah en fait, personne n'est capable d'assurer le train pour poursuivre Joao Almeida, et Almeida va évidemment s'échapper. Toujours une difficulté à dire Joao Almeida, parce que je me souviens à l'époque d'un milieu défensif que j'adorais, côté du club de Parme en football, s'appelait Mathias Almeida, c'était un Argentin. Et donc c'est vrai, si vous m'entendez dire Mathias Almeida un de ces jours, ce sera juste un cri du cœur, un peu comme Frank Lampard. Parfois, j'ai complètement craqué. C'est pas Franck, c'est Yves, bien évidemment. Alors voilà, donc Joao Almeida qui s'impose en solitaire. Au terme d'un scénario, honnêtement, ça n'a rien d'exceptionnel. En plus, les bonifs sont prises par des sprinters, donc tout va bien, il n'y a même pas besoin de sprinter. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est juste, bah oui, à un moment donné, il n'y a plus personne qui peut rouler. Et puis quand ceux qui peuvent rouler sont rentrés et ont récupéré de la barre, bah, c'est trop tard. Voilà. Donc voilà comment on peut gagner des étapes assez facilement avec des types, on avait vu Elo Segui
attaqué au bon moment. Là, on voit ici Almeida terminer, mais ok, il y avait une bosse, mais après il termine sur du plat, quoi. Donc c'est pas non plus les qualités premières d'Almeida. On aurait dit Almeida qui gagne au sommet ou sur un terrain peut-être un petit peu plus accidenté, pourquoi pas. Mais là, c'était pas non plus l'endroit pour lui. Hein. Voilà, donc on prend ce qui vient. C'est toujours d'expérimenter la manière dont le jeu nous répond. Hein, et puis voilà, je reste toujours dans la même optique. Alors ici, c'est un petit final d'étape 13 sur lequel honnêtement j'attends pas grand chose. Parce que je sais très bien que Biseguer va se faire croquer. Je crois que j'ai vraiment raté mon coup là. Hein, quand il a terminé deuxième, là, je sais plus à l'étape combien là, mais c'était vraiment cette fois là ou jamais. Parce que sinon il a du mal même à se frayer un passage dans le top 5. Et les sprinters sont trop forts. Trop forts pour mon petit Biseguer. Mais que j'aime beaucoup. Et qui s'avère dans la réalité être quelqu'un que j'ai très envie de suivre. Parce que il m'apparaît avoir des qualités, Biseguer me paraît avoir des qualités dans plusieurs domaines. Et ça n'est pas qu'un sprinter, ce gars-là. Il a d'autres qualités. Et j'ai hâte de voir un petit peu sa carrière évoluer. Donc, me plaît bien. De manière générale, ces Suisses-là sont vraiment passionnants. Allez. 14e étape. N'est-ce pas un petit moment de vérité par hasard? Hein, on a une grosse difficulté plutôt vers le début de ce contre-la-montre individuel. Donc il faut essayer d'appuyer. Hein. On le voit ici, exemple avec Almeida, voilà, qui prend le meilleur temps provisoire à l'intermédiaire 1. Mas, bien plus tard, passera et Higuita va s'élancer. Donc toute la question, Higuita à mon avis est meilleur sur contre-la-montre que ne peut l'être Mas. Hein. Surtout quand c'est un contre-la-montre roulant à de nombreux endroits, et c'est le cas. Parce que Higuita est meilleur descendeur, meilleur contre-la-montre tout court, meilleur en pleine, et sensiblement de la même force, dès lors que le pourcentage devient élevé. Donc à l'arrivée, Higuita a tout pour mieux performer que Enric Mas. Donc on a battu successivement les meilleurs temps à l'intermédiaire 1, ce qui est intéressant. Voilà, hop. C'est de prendre aussi le meilleur temps provisoire à l'intermédiaire 2, c'est chose faite avec Higuita. On voit que Mas reste dans des délais corrects. Il est déjà, c'est déjà ça, il est déjà en avance sur Yates. Ça me va parce que Higuita est en train de tout casser en fait. Voilà, il est en train de battre tous les meilleurs temps provisoires. Et puis en plus, il n'y a personne qui passe derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque, oui, par définition, si tu pars en dernier, a priori. Donc voilà, c'est plutôt pas mal barré. Et puis là, c'est cette partie étrange. C'est un faux plat qui est assez long et qui bouffe de la barre, à tel point que j'ai dû un peu, réviser l'effort de Mas, puisqu'à 74, ça finissait par l'épuiser. Il faut à tout prix conserver un tout petit peu de barre jusqu'au plus tard possible. Voilà. C'est relâché dans le bon tempo. Derrière, Yates, donc c'est 7ème place pour Mas. Yates va terminer derrière Mas, très bon ça, parce que du coup, la victoire d'Higuita ne fera qu'accentuer les écarts, puisqu'il y a près d'1 minute 10 qui est reprise par Higuita sur Yates, rien que sur ce CLM. Excellente opération. Le Giro est-il dans la poche? Pas nécessairement, parce que le pic d'Higuita va s'achever, et donc on remet une pièce dans la machine. Rien n'est fait. Rendez-vous prochainement pour les étapes 15 à 21. Bye bye.